Aujourd'hui, je réponds à une des questions qu'on me pose le plus souvent. Comment tu fais pour avoir des clients? Et je te préviens déjà, je ne veux pas parler à longueur de la vidéo de LinkedIn. Euh, Juste pour fixer les choses, je ne gagne pas la majorité de mes clients sur LinkedIn. Ce n'est pas vraiment pour ça que j'utilise LinkedIn actuellement. Mais il y a aussi des gens que j'ai coachés et dont leur canal principal d'acquisition, c'est LinkedIn. Donc, cette vidéo, je vais la faire en 3 parties. La première partie, je vais te montrer comment, depuis le début de ma carrière, je gagne des clients. Dans la deuxième, je vais te montrer ma nouvelle stratégie d'acquisition. Et dans la troisième partie, je vais te montrer comment les autres comment les autres font sur LinkedIn, en fait. Les autres que je connais et que j'ai coachés, du coup. Donc, on est parti. Bonjour à tous, je suis Vander Otis et dans ce nouvel épisode, on va parler de méthode d'acquisition client. Sur ce podcast, je partage mon expérience dans le développement et dans le business et je vous donne des recommandations sur ce que moi j'ai expérimenté et j'ai commande parfois l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons d'acquisition client et comme je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, je vais parler de comment j'ai fait depuis le début de ma carrière. Alors, au début de ma carrière, quand j'étais à l'université, je suis arrivé à l'université en cours d'informatique par hasard. Moi, j'ai fait computer science, mais c'est pas vraiment le truc que je voulais faire à la base. Donc, je me suis retrouvé là-bas et j'ai aimé la chose. Un peu plus tard, j'ai aimé la chose, disons bac 1 vers le 4-5e mois de formation là. J'ai commencé à aimer la chose et j'ai commencé à faire les langages C. Autant dire que j'allais rien vendre avec ça. Et surtout pas au Congo, mais c'était bien, j'apprenais la logique et tout ce qui va avec. Mais j'avais un côté différent, c'est que j'ai parlé de ce que je faisais. En fait, j'aimais bien que les gens puissent savoir que je sais faire. Donc, j'étais pas le gars qui sait faire et qui joue l'humble. Non, je suis pas trop humble. Je sais pas si c'est une qualité, mais je suis pas trop humble aussi. Donc, j'étais pas le gars qui faisait des choses, les petits geeks qui étaient dans son coin et qui parlaient pas de ce qu'ils faisaient. Moi, j'aimais bien que les gens sachent que je connais plus que eux. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis battu sur une réputation de quelqu'un qui connaissait. Et c'est comme ça que je commençais. Et même quand je me suis mis dans le web, les gens venaient, des gens de la même promotion que moi venaient pour que je les aide avec leur TP, avec leurs problèmes de Windows sur leur machine, avec des problèmes des systèmes d'exploitation, des pilotes qui passaient pas, parce que j'avais ces côtés-là où je disais que je pouvais régler. Parce que j'avais ce côté où je disais que je pouvais régler n'importe quel problème d'informatique. Donc c'est comme ça que je me suis bâti ma carrière. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, là-bas, quand j'étais encore à la fac, beaucoup d'amis ont commencé à me recommander en fait. Je me rappelle le premier projet sur lequel j'ai travaillé, je l'ai facturé $80. Autant dire que c'était rien. Mais bon, je ne savais pas comment facturer du coup. Donc j'avais mis $80. Aujourd'hui, ça peut être $250 avec l'inflation. 250, 150, je sais pas, autour de ça, mais en tout cas c'était moins de $500. Et c'était un projet de plateforme de musique en ligne comme Spotify. Après Spotify c'est plein de fonctionnalités, mais vous comprenez l'idée, c'est que il fallait que les artistes soient capables de mettre leur musique et que des gens puissent pouvoir écouter ça. Bon, avoir facturé ça $80, j'étais vraiment nul en fait. Mais au moins, j'avais un premier projet. Et comme je ne savais pas qu'il fallait demander une avance considérable, j'avais juste eu $20. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai été payé que $20 sur ce projet. Il n'a jamais vu le jour de toute façon parce que la personne ne pouvait plus payer. Donc on a arrêté. Mais n'empêche, les gens m'amenaient des marchés. J'étais encore à la fac. Je pense là, j'étais en bac 2. Tout au plus, j'étais en bac 2. Et encore en début bac 3, une autre étudiante m'a recommandé à son église. Elle était de la promotion qui venait juste après nous. Autant dire que j'y allais pas mollo en fait. Tout le monde savait que ce soit la promotion d'avant nous, même parfois la promotion d'au-dessus de nous. Je faisais en sorte d'avoir certaines... Donc parfois j'étais en concurrence avec des aînés. Donc je disais non, les gars ils connaissent rien. Quand on venait me dire non, parce que moi je voulais que les gens sachent que je sais faire. Même si je n'étais pas aussi bon, mais il fallait que les gens sachent. Donc c'était déjà ça ma stratégie en moi. Donc elle m'avait amené dans son église. Ils avaient besoin d'un logiciel de gestion des fidèles. Je ne vais pas citer l'église parce que le projet ne s'est pas bien passé. Je me rappelle, dans cette période, j'avais facturé $350 pour un logiciel desktop
Je sais pas, c'était moi aussi. Et sur ces projets-là, j'ai jamais rien touché de toute façon parce que j'ai développé toute la solution. Mais au moment de la validation pour que je sois payé, la personne avec qui j'ai travaillé, qui était un des pasteurs de l'église, m'a dit qu'il fallait l'accord du pasteur principal. Pasteur principal qui était toujours en déplacement. Donc j'ai fait, je sais pas, 2-3 mois à suivre ces trucs. J'ai pas été payé. Donc j'ai récupéré mon logiciel que j'avais de toute façon jamais déployé. Et j'ai arrêté cette affaire. Et en ce moment-là, j'ai venu d'être encore recommandé par un de mes collègues à une entreprise qui avait besoin d'un développeur pour développer un robot trader. Donc je suis allé, j'ai fait mon entretien et j'ai été embauché. C'est comme ça que j'ai eu mon premier job. Et ce job-là, il m'a permis de construire un peu les bases de ma carrière professionnelle. J'étais encore étudiant là, en ce moment-là. Je pense que j'étais en bac 3. J'ai commencé à travailler. Autant dire que j'ai un peu négligé les études. Mais bon, après, j'ai pu défendre, obtenir mon diplôme. Mais encore une fois, c'est toujours une recommandation. Donc, ça n'a jamais vraiment été moi-même qui ai fait quelque chose pour aller chercher la personne. Ça a toujours été du bouche à oreille des personnes qui savent ce que je fais et qui me recommandent. Et j'ai utilisé cette stratégie pendant beaucoup d'années. Donc, quand je travaillais dans l'entreprise, j'avais aussi mes propres missions freelance que je faisais. Parce que de toute façon, j'avais du temps. Et j'ai travaillé aussi des nuits. Et ces missions, je les obtenais encore une fois par recommandation, encore une fois. Donc, c'est de la recommandation qui m'a nourri jusque-là. Jusque j'ai créé ma startup qui s'appelait CodeLab. Jusque je créais ma startup qui s'appelait CodeLab. Nous avons fait 18 mois parce que moi, je suis un peu dans la stratégie américaine. J'essaie de voir ce qui se fait chez eux. Je me dis, on a 18 mois pour tester notre concept. On ferme la boîte. On a vécu des bons moments avec des potes. Après, on a fermé la boîte. Mais même pendant là, la recommandation nous a ramené beaucoup de clients. Ma réputation que j'avais déjà créée nous a ramené un certain nombre de clients qui nous a permis de tenir ces 18 mois. Autant dire, nous, on n'avait pas injecté de l'argent. Vraiment, on n'avait pas injecté beaucoup d'argent dans la boîte. Et c'est la boîte vraiment qui nous a donné de l'argent. À cette période-là, on a découvert LinkedIn et j'ai recommandé à toute l'équipe de être actif sur LinkedIn. Il y en a qui, c'est en ce moment-là qu'ils avaient créé des comptes. Moi, j'avais déjà un compte que j'utilisais pas beaucoup. Bon, presque pas. De toute façon, je postais jamais rien, je likais pas. Je faisais rien en fait. Et j'ai donc commencé là-bas à poster sur LinkedIn. Ça m'a ramené des clients, ça nous a tous ramené des clients. Je pense que chacun de nous qui était développeur dans l'équipe a eu un marché, a eu au moins un marché pendant la durée de vie de la startup. Donc, ça, c'est ce que LinkedIn nous a ramené en cette période-là, mais nous avons continué à avoir des clients par de la recommandation. Après, nous avons fermé la startup et il a fallu que je continue à vivre. Je me suis relancé en freelance encore. Et encore une fois, la recommandation m'a beaucoup aidé. Beaucoup de gens sont venus vers moi parce qu'on leur a parlé de moi. Je me rappelle qu'une fois, un week-end, je dois être un début de week-end ou un vendredi soir, mon téléphone, je décroche et quelqu'un de la capitale me dit en fait, il y a un ami à toi qui est développeur, qui est des Salama, qui m'a recommandé. Nous avons besoin d'un développeur pour une mission rapide sur un projet React Native. Et je m'étais rendu compte que ça continuait à marcher en fait. Quand j'allais dans des conférences, quand j'allais dans des rencontres des développeurs, que j'ai parlé de moi, les gens retenaient et quand il y avait des missions, même les devs m'envoyaient des missions. Donc c'est comme ça que j'ai vécu jusque-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça doit être cette année déjà, je me suis rendu compte que c'est bien, mais j'ai appris un autre truc qui est l'outbound. Jusque-là, en marketing, il y a deux axes. Il y a ceux qui font l'inbound. Je ne vais pas bien prononcer ces mots, je ne suis pas anglophone. Et il y a ceux qui font l'outbound. L'inbound, sauf si j'inverse les deux. Mais l'inbound, c'est vraiment, moi, je communique et les gens viendront vers moi. C'est ce qu'on fait, par exemple, sur LinkedIn pour la plupart des gens. On parle de nous, on parle à nos clients et eux, ils vont venir nous parler de leur... ils vont venir nous amener leurs projets pour qu'on travaille pour eux. La deuxième stratégie, c'est l'outbound. L'outbound, c'est vraiment moi qui pars vers les clients pour directement l'aborder en fait. Et donc, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup l'inbound, mais pas l'outbound. Donc, on est vraiment dans la deuxième partie de ce que je suis en train d'implémenter en ce moment pour avoir mes clients. C'est que
j'interromps la vidéo quelques minutes pour te demander de t'abonner, de liker la vidéo, de partager aux autres développeurs de ta communauté qui galèrent à se faire des clients ou qui gagneraient à suivre cet épisode. Ça nous donne de la force, ça nous permet de savoir que vous aimez le contenu que nous créons. Et on retourne à la vidéo. Quand tu fais des l'inbound, tu ne contrôles pas tes clients qui arrivent. Tu peux les refuser ou les accepter, mais tu ne contrôles pas ce qui entre en fait. Et ce n'est pas toi qui décides combien de marchés tu vas avoir ou combien de sollicitations tu vas avoir. Ça marche de soi en fait, c'est comme une machine. L'avantage c'est vraiment c'est une machine automatique, ça marche de soi. Toi, tu n'as qu'à continuer de parler, de développer ton branding, de faire parler de toi. Et de l'autre côté, les personnes viendront eux-mêmes te parler. Donc tu fais pas les efforts d'aller leur parler. L'avantage c'est que du coup, tu n'as pas à aller supplier parfois. Donc quand le client il est venu vers toi, tu as déjà un peu une avance en termes de confiance. Donc tu as déjà une avance en termes de confiance. Vu qu'il est venu, il a déjà vu des choses, on lui a déjà parlé de toi, ou il a déjà vu ce que tu fais en regardant tes profils réseaux sociaux. Quand il vient vers toi, il a déjà un peu confiance en toi, donc tu n'as pas besoin de les convaincre de travailler avec toi. Tu vas juste avoir un peu de travail, hein, mais dans le général, il est déjà convaincu. L'outbound, par contre, c'est toi qui vas vers la personne. Donc, ça peut arriver que ça ne marche pas. C'est ce que les gens appellent aussi de la prospection. Tu vas vers la personne pour lui proposer que tu peux l'aider. Mais là, si jamais la personne n'a jamais entendu parler de toi, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas la confiance qui va avec. Mais je me suis rendu compte que l'avantage de ces outbound-là, donc de faire de la prospection, c'est vraiment, je peux contrôler avec qui je veux travailler. Je peux aller vers les personnes qui m'intéressent. Je peux aller vers des projets que je sens que j'ai envie de travailler dessus. Donc, c'est la stratégie que je développe en ce moment. Je ne dirais pas qu'elle rapporte déjà beaucoup parce que jusque-là, comme je vous ai dit, je suis en train de déployer la solution. Et le problème avec l'outbound, c'est que tu peux contacter beaucoup de gens pour recevoir très peu de réponses. Donc, c'est vrai qu'il faut bien cibler la personne. Je prends en compte de cibler les bonnes personnes qui ont exactement les problèmes que moi je résous. Mais ça arrive que tu ne reçois pas de réponse parce que peut-être la personne ne te connaît pas ou peut-être la personne ne lit pas ses mails ou simplement ne veut pas te répondre. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens font de la prospection. Donc c'est quand même un peu... Les gens ont quand même un peu de réticence. Mais ça a l'avantage de contrôler ce que tu fais. Je disais l'autre fois à mes apprenants que si je veux 10 clients sur une période, je peux aller contacter 30 personnes tout en étant en me disant que si j'ai une marge peut-être de 1 sur 3, je pourrais avoir mes 10 clients. Donc c'est vraiment que je calcule moi-même. Je peux dire si je pars chercher 10 personnes pour une valeur de $1000 et que moi derrière j'avais juste besoin de $3000, 4000, je peux juste aller chercher 10-15 personnes pour une valeur de $1000. Si j'ai fait une bonne conversion là-dedans des 30%, je me retrouve avec mes 3 personnes qui vont me payer $1000 et je vais avoir mes $3000. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je peux moi-même calculer et me dire, ok, je vais aller faire ça. Et ça, l'avantage avec moi, c'est que comme j'ai déjà fait l'outbound, j'ai déjà un profil. Aujourd'hui, il suffit de taper sur Google mon nom, tu vas tomber sur plusieurs résultats de ce que je fais. Ça fait que même quand je fais ces prospections, je ne suis pas un inconnu. Donc les gens, si jamais ils me cherchent en ligne ou ils font une recherche de moi sur LinkedIn ou sur Google directement, ils vont quand même voir que mes réalisations, ce que je fais, mon profil LinkedIn, ils vont lire mes textes LinkedIn. Ça permet à ce que cette prospection s'efface de la plus bonne des manières et que je ne sois pas juste un inconnu comme ça. Maintenant, comment font les autres pour réussir sur LinkedIn? Personne que moi j'ai accompagné sur LinkedIn, là, donc on est dans la troisième partie de comment on fait en fait pour monétiser son LinkedIn ou pour avoir des marchés rapidement sur LinkedIn. Moi, les personnes que j'ai accompagnées, je leur ai donné une stratégie simple. Beaucoup de réalisations, moins de conseils. Parce que quand on parle, c'est bien, mais ça n'établit pas les liens de confiance comme quelqu'un qui montre ce qu'il fait.
Donc, je leur recommande de recopier WhatsApp, recopier WhatsApp Web, recopier LinkedIn, recopier les interfaces de LinkedIn, recopier les interfaces d'Instagram, créer des landing pages, créer des sites e-commerce, pas forcément que ça soit full stack, mais vraiment, tu utilises un back-end Firebase ou simplement tu fais des interfaces et tu en parles les plus souvent sur ton LinkedIn. Comme les gens voient que tu réalises des choses, ils sont plus enclins à vouloir te contacter que des personnes qui te voient donner des conseils. Parce que des gens qui donnent des conseils, il y en a des tas en fait. Et comme toi, tu viens d'arriver, personne ne veut faire confiance à tes conseils. Donc, dans une stratégie simple, tu pourrais arriver sur LinkedIn et commencer à faire 3 posts la semaine. Dans les 3 posts, en début de semaine, tu commences ton projet, tu montres comment tu évolues et en fin de semaine, tu montres la réalisation finale. Donc, ça permet de te suivre quand tu as commencé. Et tu peux peut-être insérer un autre post là-bas pour donner des conseils si tu veux. Mais en tout cas, il faut que les gens voient que tu sais faire. Si tu fais des applications mobiles, fais des prototypes. Mais en tout cas, fais des prototypes. Si tu es un designer, fais des Figma, fais des logos, fais des designs, fais des affiches. Mais en tout cas, il faut que les gens voient que tu sais faire. Parce que moi, si je suis un patron d'une boîte de trading et que je tombe sur ta page, tu as posté une landing page ou un site vitrine pour une entreprise de trading, je regarde les sites vitrines, il est très beau, je me reconnais là-dedans. Je me dis, mais ce truc pourrait devenir mon site. Alors là, je te contacte pour savoir, mais comment on fait pour travailler avec toi? Mais si je tombe sur ton site et que tu parles de un site web ne doit pas avoir ça et doit avoir ça, c'est bien. Mais là, tu es en train de parler à des gens qui ont déjà des sites web. Si je n'ai pas des sites web, mais tu me dis mon site web ne doit pas avoir ça, va avoir ça, je me dis c'est pas trop visible en fait. Et vu que c'est pas trop visible, ça pose un problème de les gens ne vont pas te faire confiance et tu vas beaucoup durer à poster. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens font une année sur la plateforme sans jamais se faire des clients et ils se découragent par la suite et ils partent. Donc mon conseil pour conclure cet épisode, cette vidéo, c'est vraiment si tu veux réussir en tant que développeur, ça prend du temps. Il faut de la préparation. Tu peux accélérer les choses en faisant plus de réalisations, mais ça te prendra toujours du temps. Je ne pense pas que dans un mois, tu puisses t'établir un profil qui va te permettre de cartonner ou de vivre longtemps. Ma stratégie, ma recommandation, c'est pour tous ceux qui sont encore étudiants et qui font des formations et tout ça, travaillez sur votre branding. Ne cherchez pas à avoir des clients déjà aujourd'hui. Profitez du fait que vous habitez peut-être chez des parents, que vous êtes encore dans des frais, que vous ne dépensez pas beaucoup d'argent pour établir votre réputation. Faites en sorte d'être dans des conférences des devs pour participer, poser des questions, mais aussi essayer d'être des orateurs. Aujourd'hui, par exemple, quand tu regardes tous les événements Google I.O., les Google Developer Group de chaque ville, je le vois faire des demandes, des ouvertures de... Comment ils appellent ça déjà demande de speaker, call for speaker, quelque chose comme ça. Donc, appel au speaker. Essayez de proposer des thèmes, essayez de passer dans des conférences, essayez d'être actif dans vos conférences, dans vos communautés locales, ce qui vous permettra de évoluer dans les communautés locales déjà. Donc, on vous connaisse dans les communautés locales. Et dès que tu es connu dans les communautés locales, ces personnes vont utiliser les réseaux pour te ramener des marchés parce qu'ils vont parler de toi. Et une fois que ça, c'est carré, tu peux maintenant commencer à attaquer la prospection. Donc, vraiment aller vers des gens. Donc, deuxième étape, on crée un profil LinkedIn, Twitter, ou moi je ne suis pas expert de Twitter, Instagram, mais ça marche aussi très bien, Twitter et Instagram. Instagram, il faut que tu sois quelqu'un qui aime trop les photos et tout ça, mais ça marche aussi. Twitter aussi, ça marche, même si je n'ai pas encore beaucoup accroché avec ces formats. Donc, je parle de LinkedIn aujourd'hui. Donc, tu crées un profil LinkedIn, tu essayes de montrer tes réalisations sur le temps. Donne-toi assez de temps, donne-toi 3 à 6 mois. Si tu te donnes un mois pour réussir, ça peut être compliqué. Donne-toi vraiment 3 à 6 mois. Et pendant ces 3 à 6 mois, montre ce que tu sais faire. De temps en temps, tu peux parler d'autres choses, tu peux être théorique, mais dans la majorité du temps, tu vas essayer d'être super pratique. Et tu vas te gagner du monde. Donc, je crois qu'on va finir là cet épisode-là. Je vous remercie tous d'avoir regardé et on se retrouve dans les prochains épisodes. Ciao.